Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal présenté ce soir par Enzo Maubert. Bonsoir Enzo. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire, Didier Deschamps et Brigitte Macron étaient au Mans aujourd'hui. Deux célébrités pour une opération, les pièces jaunes. Ils étaient ce lundi à la Maison des Adolescents pour promouvoir la nouvelle campagne de dons. Les élections pour la tête du Parti Socialiste se jouent aussi en Sarthe. Les adhérents étaient réunis ce week-end en congrès. Et puis, grand succès pour le festival Geek Life avec un record de visiteurs. Et puis une invitée dans ce journal ce soir. Lucille Leclerc, auteure de Hold Up sur la Terre, un ouvrage qui interroge sur l'appropriation des terres agricoles. Une interview que nous avons enregistrée depuis la maison de quartier de l'Oiselière, au Mans. Et on vous le disait en sommaire, Didier Deschamps était au Mans aujourd'hui, et ce pour une bonne raison. Le parrain de l'opération Pièce jaune poursuit son tour de France aux côtés de Brigitte Macron, la présidente de la Fédération des hôpitaux. Ce lundi, ils se sont rendus à la Maison des Adolescents du Mans pour visiter les lieux et découvrir les activités de cette structure dont la création a été impulsée par la Fondation Anthony Piton. Le sélectionneur des Bleus et la première dame côte à côte. Didier Deschamps et Brigitte Macron portent ensemble la campagne de l'opération Pièce jaune. Au Mans, la Maison des Adolescents est en grande partie financée par l'opération. C'est une maison des adolescents dont j'ai beaucoup entendu parler parce que c'est une des plus importantes et je voulais venir. Donc comme on est en pleine opération pièce jaune et qu'on a énormément de demandes sur ces maisons des adolescents, je viens voir exactement ici comment ça se passe, comment on a pu les aider et comment je vais écouter ce qu'ils ont dit pour pouvoir aider tous les autres. 116 établissements comme celui du Mans sont répartis sur le territoire français. Ils accueillent les adolescents en proie à des difficultés sociales ou psychologiques. Évidemment, c'est de permettre dans d'autres endroits en France d'avoir la même qualité de structure pour pouvoir accueillir les adolescents, de pouvoir les écouter. On vient d'échanger avec certains d'entre eux, filles et garçons, qui sont dans la section football ici. Donc voilà, de partager un moment avec eux. L'objectif derrière tout ça, évidemment, c'est de collecter un maximum de fonds pour les enfants hospitalisés. L'opération Pièce jaune se poursuit jusqu'au 4 février. Quelques dégâts signalés après le passage de la tempête Gérard. Le vent a endommagé certaines lignes haute tension un peu partout dans le département. Des incidents survenus entre 2h et 8h du matin dans la nuit de dimanche à lundi. Environ 2000 clients étaient encore privés d'électricité ce matin à 11h. Enedis annonce que la plupart de ces coupures sont désormais terminées. La Sarthe reste tout de même en vigilance jaune pour crues et inondations ce mardi. Politique avec le congrès du PS qui s'est tenu ce week-end. Hélène Geoffroy, la candidate soutenue majoritairement par les socialistes sartois pour tenir les rênes du Parti national, n'a pas réussi à se qualifier au second tour. Ce sera donc un duel entre Nicolas Meyer-Rossignol et Olivier Faure, l'actuel premier secrétaire. Pour certains socialistes, il est l'heure de changer le visage du parti, même si quelques avis divergent, vous allez le voir. Le reportage d'Hélène Galliana. Qui sera le prochain secrétaire national du Parti socialiste? Les adhérents étaient appelés à voter la semaine dernière. La candidate majoritairement soutenue en Sarthe n'a pas réussi à se qualifier au second tour. Une déception pour certains. Oui, éliminée, mais avec un score tout à fait honorable. Et puis je crois que l'objectif, évidemment, on aurait préféré qu'elle gagne, mais bon, on était à la fois aussi assez réaliste. Pour d'autres, la qualification d'Olivier Faure, actuel premier secrétaire du Parti socialiste, candidat à sa succession, est une bonne nouvelle. Il faut prendre du recul sur les résultats qui en effet ne sont pas les mêmes nationalement que ceux localement. Donc ici, nous, on maintient, on gagne quelques voix par rapport à 2021 dans la Fédération de la Sarthe. Et puis nationalement, du coup, il arrive en tête des orientations. Donc je pense que les militants ont dit clairement que l'orientation, en tout cas, qu'ils voulaient poursuivre au Parti socialiste, c'était celle qui était proposée par Olivier Faure. Pour la secrétaire fédérale de la Sarthe, la rupture avec Olivier Faure semble consommée. Une nouvelle année avec lui semble compliquée à envisager pour celle qui tient les rênes du parti dans notre département. Ah là, ça va être la grosse déception, oui. Là, j'ai pas forcément bien vécu ces dernières années, surtout depuis cette dernière année, ces derniers mois depuis la NUPS, où là, c'est quand même pire. Enfin, on assiste à du mépris. On l'a vu avec leur réaction sur les réseaux sociaux, de dire déjà qu'ils avaient gagné alors que les résultats n'étaient pas tous tombés et que nous, on avait les retours comme eux des fédérations et qu'on avait déjà, on connaissait la tendance et on savait que ça ne faisait pas 50%. Faure est opposé à Nicolas Meyer-Rossignol. Résultat lors du 80e congrès annuel du Parti socialiste, fin janvier. On passe à l'invité de ce journal. Il s'agit ce soir de la journaliste Lucille Leclerc, une interview enregistrée la semaine dernière lors de son passage pour une conférence au Mans.
Oui, la journaliste est présentée son enquête Hold Up sur la terre ou comment de grandes firmes industrielles s'approprient des terres agricoles. Un sujet dont on parle peu et qui pourtant concerne aussi notre département. Il y a quelques années, Fleury-Michon s'y est par exemple installé pour y élever des porcs. Hélène Galliana et Laure Girard ont rencontré la journaliste. Et pour l'invité du journal, on se retrouve de la maison de quartier de l'Oiselière au Mans pour rencontrer Lucille Leclerc. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste dans le Nord, mais vous êtes surtout l'auteur de cet ouvrage Hold Up sur la terre. C'est paru aux éditions Seuil. Alors on y découvre que de grands groupes pharmaceutiques ou aussi agroalimentaires comme L'Oréal ou Alto convoitent et possèdent les terres agricoles. Quel est l'intérêt pour ces grands groupes de les acheter et de les exploiter? L'accaparement des terres, moi j'en avais déjà entendu parler avant de faire cette enquête, mais pour moi c'était quelque chose qui se passait plutôt au Brésil ou à Madagascar. Et je me suis aperçue que, comme vous le dites, ça remonte à une dizaine d'années, donc depuis le début des années 2010, que des groupes industriels acquièrent le foncier en France. Alors oui, il y a une continuité dans la mesure où aujourd'hui, vous savez qu'on a de très grandes exploitations. Par exemple, savoir que les fermes en moyenne font 2 fois la taille qu'elles faisaient il y a 10 ans. Et donc, ces méga structures, ces méga fermes qui s'agrandissent, finalement, parfois, elles sont tellement chères qu'elles peuvent être rachetées uniquement par des géants de l'économie. Comme Chanel, par exemple, qui a racheté des terres dans le sud de la France, 300 000 euros prix de valeur globale. Ils les ont rachetés 10 millions d'euros, impossible pour les agriculteurs de s'aligner. Et cette situation, elle touche aussi la Sarthe. 67% de notre département est couvert par des terres agricoles. Et dans un village sartois, 350 habitants dans le Perche, Fleury-Michon est arrivé un jour. Oui, tout à fait. Et Fleury-Michon a désormais une ferme où naissent 6000 porcelets par an. Et où sont employés des ouvriers agricoles, c'est-à-dire que qui fait le plan de culture, qui décide des rations alimentaires pour les porcs, c'est Fleury-Michon. Moi, c'est ça qui m'interpelle, puisque quand une ferme est gérée à distance par un groupe, il n'y a plus de lien entre le paysan et la terre, il n'y a plus de connaissance de la terre, et c'est la disparition du savoir-faire aussi de l'agriculteur. Ça apporte quoi à ces grosses firmes industrielles ? Alors pour elles, il y a 2 avantages. Un avantage quantitatif dans la mesure où elles vont pouvoir mieux gérer leur approvisionnement en termes de quantité face à un marché qui est très concurrentiel, qui est le marché alimentaire mondial, puisqu'on sait que la France est un pays exportateur de denrées alimentaires. Et le deuxième avantage, c'est au niveau de la qualité, puisqu'elles vont pouvoir faire varier leur production agricole en fonction de la demande. Quand on fait un plan de culture dans une ferme, c'est sur des dizaines d'années. Et en fait, lorsqu'il y a une exploitation qui est gérée par un groupe, il y a une plus forte malléabilité que lorsque c'est un agriculteur ou une agricultrice qui est aux rênes de manière indépendante. C'est quand même assez tabou et pas forcément très connu. Pourquoi c'est si secret ? Il y a effectivement une discrétion de la part de ces nouveaux acheteurs de la terre agricole en France, aussi parce que finalement, c'est un sujet qui n'est pas débattu en public. Ce sont des transactions qui s'opèrent dans l'ombre. Avec la SAFER notamment, on va y revenir. Oui, tout à fait. Donc la SAFER qui est un acteur incontournable sur le marché foncier. Et qui décide aussi du modèle agricole de demain, puisque qui dit possession ou location de la terre dit aussi définir le modèle agricole, puisque ce sont vraiment les plans qui sont faits par ces groupes. Il y a aussi ce qui est mentionné, c'est que la SAFER, elle n'a pas forcément trop le choix, elle ne peut pas forcément refuser ce grand groupe qui arrive et qui met 10 millions sur la table, parce qu'elle n'a plus de subvention de l'État et elle est obligée de faire des transactions pour avoir des sous. C'est aussi le maintien de la SAFER avec ces transactions. Oui, donc la SAFER, c'est la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural. On en a une par département et c'est le gouvernement qui est missionné pour distribuer les terres agricoles. Si vous voulez, quand il y a une terre qui se vend, la SAFER a forcément un droit de regard et une intervention pour désigner le prochain acheteur. Et donc, quand c'est un groupe qui se présente, effectivement, aujourd'hui, la SAFER a tendance à dire oui, parfois, parce que elle vit aussi des commissions qu'elle touche sur les ventes.
Au départ, elle était financée à 80% par des fonds publics. Aujourd'hui, elle ne reçoit que 2% d'argent public par an dans son budget. Et finalement, c'est aussi son job de faire baisser la température, de faire baisser le prix des terres agricoles pour qu'elle reste accessible aux jeunes agriculteurs. Mais elle a aussi intérêt à vendre les terres à un prix qui la rémunère elle. Donc elle est juge et partie et c'est toute la contradiction de cette affaire. 6 mois d'enquête justement que vous avez compilé dans ce livre. Hold Up sur la Terre, c'est à retrouver aux éditions Seuil. Merci beaucoup Lucille Leclerc. Pour finir ce journal, on revient sur l'énorme succès du week-end. C'est la 4e édition du Geek Life Festival. Et oui, les organisateurs ont même dû limiter l'afflux des visiteurs à certains moments. Plus de 8000 ce week-end au centre des expositions pour ce festival dédié à la pop culture, au programme cosplay, rétro gaming, univers K-pop et un concert, un nom qui va rappeler des souvenirs à toute une génération, pas la mienne, mais à d'autres. Bernard Minet, indétrônable musclé du Club Dorothée, qui était justement ce samedi à la rencontre de ses nombreux et grands fans, dont notre journaliste Hélène Galliena, qui a dû se faire, vous allez voir, une place parmi la foule. Pour le rencontrer, il faut d'abord se frayer un chemin dans la foule. Il faut dire qu'en ce samedi après-midi, elle est danse au parc des expositions. Et quand il arrive sur scène... Des souvenirs plein la tête et les paroles toujours chantées par cœur, les spectateurs se sont déplacés en nombre. C'est toute mon enfance, c'est clair. C'est toute une génération, c'est ma génération quoi. Et moi c'est toute ma jeunesse, c'est plein de souvenirs, puis qui ont jalonné ma vie en fait, donc ça me fait très plaisir d'être là. C'est grâce à mon père que j'ai pu connaître des trucs et du coup voilà, Goldorak, Albator, tout ça. Pour Bernard Minet, si le succès ne se défile pas au fil des ans, c'est grâce à l'âme du Club Dorothée. Cette génération elle a eu de la chance d'avoir des émissions pour elle tout seul, des adultes qui s'en occupaient, qui s'occupaient d'eux. Je ne vais pas vous rappeler toutes les belles émissions du Club Dorothée, et notamment je pense au vétérinaire, au docteur Klein, qui va faire 102 ans au mois d'avril. Et je crois que finalement, dans cette société qui devient de plus en plus difficile, c'est important de se rappeler de son enfance. Et c'était la première fois où il y avait de la nostalgie. C'est la première fois de la nostalgie pour les enfants. Oh, vous êtes bon le nom, vous êtes très bon. Pour sa 4e édition, carton plein pour le Geek Life Festival. Les fans attendent l'année prochaine des souvenirs plein la tête. Et bravo pour ce beau succès. Vous voulez nous chanter un peu de... Non, je ne connais pas les paroles, Aurélien. Bah non, c'est pas votre génération, on l'aura bien compris, merci en tout cas. Une page de pub, la météo, et on se retrouve juste après. Vous vous entraînez d'ici là? Je m'entraîne d'ici là et on se retrouve dans 5 minutes. À tout de suite, ne bougez pas.